L'invité de Smart Impact, c'est Jean-François Réau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur des vignobles Gabriel & Co, certifié par le label de commerce équitable Fair for Life depuis 4 ans. On va faire le bilan de ce label, évidemment, expliquer en quoi ça correspond. Mais d'abord, présentez-nous ce label, ce collectif de vignerons, c'est ça? Oui, c'est un collectif. Alors, effectivement, c'est un terme qu'on a complètement inventé, puisqu'il n'existe pas dans la filière bordelaise du vin à Bordeaux. Les poncifs habituels à Bordeaux, c'est le vigneron indépendant, ou la cave coopérative, ou le négoce, enfin les négociants. Ouais. Et là, c'est un peu hybride. C'est un modèle totalement hybridé. Des trois, en fait, pour moi, de ces trois socles, on a essayé d'en retirer ce qui était le plus intéressant pour préserver l'intérêt du consommateur, l'intérêt du vigneron et aussi l'intérêt du commerçant. Ouais. Vous avez fait ça pourquoi? Parce que chacun était dans son silo, parce qu'il fallait réunir les bonnes idées, les compétences, les bonnes pratiques. Parce que moi, quand j'ai repris l'exploitation familiale, je suis vigneron moi-même, et quand j'ai repris l'exploitation familiale, il fallait tout repenser, reconstruire, et surtout, moi, j'avais l'idée de pouvoir me confronter, me challenger auprès du consommateur, et le modèle de la filière de vin bordelaise ne le permettait pas, et ne le permet toujours pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on est vigneron, ce que vous pensez de ce qu'on fait. Ouais. Et donc, je ne voulais pas passer par le système historique, et donc la coopération non plus. Ouais. Le vigneron indépendant, je l'ai testé, mais bon, il aurait fallu 3 générations pour construire une clientèle. Donc j'ai choisi un modèle qui me permettait de rassembler les idées et des hommes pour avoir une certaine légitimité. Voilà. Et donc ce label de commerce équitable qui s'appelle Fair for Life, que vous portez depuis 4 ans maintenant, on va voir, c'est un label éco-cert, ce qu'il propose, ce qu'il garantit. Un prix d'achat équitable supérieur au prix du marché, un mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise, le renforcement de l'autonomie des producteurs, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. On va reprendre, si on a le temps, les 4 axes, mais je commence par le prix d'achat, prix d'achat équitable. Quel mécanisme pour tenir cette promesse? Alors très simplement, c'est pas du tout par rapport au marché, c'est par rapport au coût de production. Ouais. En fait, dans le contrat, les coûts de production de chacun de nos vignerons partenaires, qui sont au nombre de 30, leurs coûts de production sont gravés dans le contrat. Ils sont révisés tous les 5 ans, évidemment, parce que des coûts de production, c'est non seulement évolutif, mais c'est très personnel. Et donc, ces coûts de production sont la base en dessous de laquelle, nous, on n'a pas le droit d'acheter. Ouais. C'est-à-dire qu'on assure le revenu au moins des coûts de production de chacun de nos vignerons partenaires, mais aussi une plus-value qui est de l'ordre de 5% pour les vins conventionnels et de 10% si ce sont des vins en bio ou biodynamique. Pour y arriver, il faut des contrats sur plusieurs années, forcément. Pluriannuels, c'est-à-dire un contrat qui se renouvelle par tacite reconduction tous les ans, qui est donc sans fin, comme son nom l'indique, sauf si une des 2 parties souhaite y mettre un terme, mais dans ce cas-là, il y a un préavis de 2 récoltes pour pouvoir, à chacune des parties, pouvoir se réorganiser dans son schéma. Voilà. Parce que, évidemment, quand on est vigneron ou agriculteur, on est dans ce temps long. Oui. La protection en cas de crise, mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais sauf qu'on va d'une crise climatique à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Oui. Une année, c'est la sécheresse, l'année d'après, c'est trop de pluie, etc. Cette protection en cas de crise, elle est justement permise par cette moyennisation des coûts de production qui sont lissés sur 5 ans. Et tous les 5 ans, nous recommençons une étude de coûts de production, vigneron par vigneron. C'est un gros travail, mais c'est le travail que j'ai souhaité, puisque, comme je vous le dis, je suis vigneron moi-même. Il n'y avait pas d'autre façon de voir les choses pour qu'on puisse apporter à chacun des acteurs de notre collectif une rémunération digne de leur travail. Et surtout leur permettre de progresser. Ouais. Et sur les crises, est-ce que vous le ressentez, ça? Ou est-ce que c'est peut-être une vue de l'esprit? Cette impression qu'on va d'une crise climatique à l'autre. C'est pas une impression, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité qui nous amène d'un incident climatique à l'autre, pratiquement tous les ans. S'il n'y a pas gel, il y a grêle. S'il n'y a pas grêle, il y a pression de maladies sur la vigne, ce qui a été le cas cette année. Donc, effectivement, la violence des événements climatiques nous impacte. C'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans? Non, clairement. Non. Vous aviez un gel, une grêle tous les 4, 5 ans, 10 ans et encore.
transport, voilà. Mais vous n'aviez pas tous les ans quelque chose qui puisse entamer le capital de récolte. Je continue la liste de ce qui est lié à ce label Fair for Life, le renforcement de l'autonomie des producteurs. Alors ça me semble paradoxal puisque vous êtes dans une logique de coopération. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, on n'est pas vraiment dans une logique de coopération. C'est une coopération parce qu'on met à disposition des moyens communs, qu'ils soient techniques, financiers, de réflexion, de progrès, mais au service d'une identité. C'est-à-dire que chaque vigneron garde sa casquette de vigneron, et c'est justement ce qui fait la singularité du modèle. L'identité de son vin aussi. L'identité de son vin et de la personne. Oui. De la personne. C'est hyper important, chacun garde son autonomie. On n'est pas au service d'une marque commune. Vignoble Gabriel & Co, et on peut dire une marque ombrelle d'une singularité de chacun des acteurs du collectif. Ouais. Mais d'ailleurs, on peut les trouver dans le commerce, dans les supermarchés, dans la grande distribution. Surtout dans la grande distribution. On est assez, voire très présent chez Carrefour, par exemple. Je ne sais pas si on pouvait citer. Mais c'est fait. C'est fait maintenant, mais pas que. Également chez Système U, chez Monoprix. Ça, pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, ce choix, il a été fait par souci d'impacter de façon assez importante l'esprit du consommateur, qui est quand même aujourd'hui à 70% dans la grande distribution, même si on tend de plus en plus à aller vers des circuits plus, on va dire, plus spécialisés. Et aussi parce que j'ai consacré une grande partie de mon développement, puisqu'on est parti d'une page blanche, vous imaginez bien le truc, à m'occuper de fédérer ce groupe, ce qui n'a pas été une mince affaire. À côté de ça, j'avais pas non plus assez de temps pour développer des aspects commerciaux hyper pointus. Voilà. Moi, quand je vais dans un supermarché, je suis, pardon d'être un peu trivial, je suis paumé, quoi. Devant, il y a les linéaires de vin. Oui. Bon, il s'est réduit. Oui, mais quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'est pas trop compliqué, trop d'appellations, trop de... Si, je suis entièrement d'accord avec vous, et puis ça dénote aussi un désintérêt, à un moment donné, pour des questions financières, tout simplement, pour des questions de profit, des enseignes, de se spécialiser. À un moment donné, on pouvait vendre du vin, même si le consommateur ne comprenait pas trop ce qu'il achetait. Il y avait une appétence pour le vin. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'appétence, et surtout, il y a des gens qui font des choix, et la grande distribution a besoin effectivement de se spécialiser un petit peu. Tiens, ça m'amène à une question qui est plus une question de contexte, peut-être d'actualité. Il y a un plan d'arrachage des vignes, c'est ça qui est prévu dans le Bordelais. Il était prévisible d'une certaine façon. Comment vous pouvez le caractériser ? Il était inéluctable. Oui. Il est inéluctable parce que la surproduction est structurelle. Et on a masqué cette surproduction par des outils promotionnels, justement dans la grande distribution par exemple, pour essayer de vendre 2 bouteilles quand on peut en vendre qu'une. Voilà, au bout d'un moment, quand le pouvoir d'achat du consommateur le rattrape, mais même cette 2e bouteille gratuite, le consommateur ne la prend pas, il prend 0 en fait. Voilà. Donc cette problématique de surproduction, elle existait, et je vous dis, elle était cachée sous des systèmes un petit peu superficiels, quoi. Il nous reste 2 minutes dans cette interview. Ça va très vite. Et oui, ça va vite. Le 4e pilier, qui est évidemment très important, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ça veut dire quoi ? C'est forcément le bio, pas forcément Le bio n'est pas le critère du certificateur EcoCert, mais en tout cas, le pilier environnemental est très important, puisque par exemple, l'utilisation du glyphosate est prescrite. Donc depuis le début. Quand vous souhaitez légitimer un ADN de commerce équitable, puisqu'on était éthique et équitable avant d'être certifié, à un moment donné, on a dû légitimer parce qu'on nous disait, vous dites ça, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez pas. Le glyphosate est interdit. D'accord. En fait, on nous pousse véritablement à être bio, parce que si on est bio, on n'a plus de problème. Voilà. Et on a plus de 60% aujourd'hui du collectif qui est soit certifié bio ou biodynamie, ou en voie de certification. C'est vraiment, on ne vise pas les 100%, mais au moins 80% du collectif. Est-ce que ça a une conséquence, un impact, pour prendre le titre de l'émission, sur les ventes, sur les consommateurs ? Est-ce que ça correspond, parce qu'on a vu que le bio avait eu des difficultés dans certains secteurs, est-ce que ça correspond à une demande des consommateurs, ou est-ce que ça s'est tassé là aussi ? En fait, ça s'est tassé de la même façon que la chute de la consommation s'est avérée. Enfin, pour le bio, quel qu'il soit. Et pour le bio, quel qu'il soit, que ce soit des vins conventionnels ou des vins bio, il y a un tassement. En fait, pour moi, en pourcentage, il est identique. D'accord. C'est juste que pour faire du bio et qu'il soit appétant pour le consommateur, il faut qu'il ait un prix qui reste décent. Bien sûr.
Et là, je vous garantis que c'est pas le producteur qui prend les marges dans ces cas-là. Donc là, c'est sur le système beaucoup plus général. C'est ça. Il y a beaucoup d'intermédiation ouais. et là, pour le coup, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et raccourcir un peu les circuits. Et on y travaille. Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir votre collectif, les vignobles Gabriel Co en région bordelaise. Bon retour à Bordeaux. Merci beaucoup. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va parler d'économie circulaire. Tiens, mais comment communiquer quand on pratique l'économie circulaire ?